Bon, donc bienvenue à la 7e édition de l'ASCAM Invite. Le principe de l'ASCAM Invite, c'est organisé en partenariat avec les festivals que l'ASCAM soutient. Donc le principe, c'est un dialogue en fait entre deux personnalités qui œuvrent dans des champs différents, a priori, culture, sciences, philosophie, ingénierie, musique, architecture, art plastique. On a déjà invité beaucoup de personnalités qui œuvrent donc dans des champs différents, paysagistes, etc. Alors aujourd'hui, on accueille un artiste, Scott Hessel, et un architecte, Philippe Cambaretta, pour dialoguer autour de la problématique augmenter le réel. Donc la réalité augmentée, c'est ce monde numérique qui se superpose un peu partout au monde réel, que ce soit dans des créations artistiques pionnières qui ont ouvert le champ, mais aussi dorénavant dans de nombreuses autres pratiques, comme l'architecture, entre autres. Alors notre question aujourd'hui, c'est qu'apportent ces nouveaux outils ? Est-ce que c'est une reconstruction d'un monde disparu, une extension d'un monde invisible au présent, une révélation du futur, comme un peu un lanceur d'alerte qui va agrandir notre connaissance, notre perception du monde, ou des mondes d'ailleurs. Voilà, donc cette rencontre entre un artiste, auteur d'œuvres en réalité augmentée, Scott Hessel, et un architecte, Philippe Cambaretta, c'est l'occasion un peu d'un dialogue qui va présenter leurs pratiques, chacun à leur manière, leur façon d'augmenter le réel, mais dans leur pratique et leur usage quotidien de ces nouvelles technologies, et ceci afin d'ouvrir plus grand les portes de la perception. Donc je vais donner en premier la parole à Philippe Cambaretta, à mes côtés, et qui va nous... Alors déjà, non, je vais quand même faire une toute petite présentation de chacun des deux. Donc Scott Hessel est cinéaste, il est sculpteur, artiste médiatique, il est américain et il vit à Hong Kong, d'où il nous parle en ce moment. Donc ses œuvres couvrent différents médias, notamment le cinéma, la vidéo, Internet, la musique, la radiodiffusion, la sculpture, la performance. Son travail explore de nouvelles relations entre l'image et l'image en mouvement et l'environnement. Il a réalisé pas mal d'expériences assez pionnières dans le domaine du streaming en ligne et des médias localisés. Voilà. Il a mêlé en fait la pratique du cinéma avec des technologies émergentes, que ce soit avec les capteurs informatiques, la robotique, les systèmes GPS et toutes les formes un petit peu d'interactivité. Philippe Cambaretta est architecte. Il a une formation scientifique, économique, l'école des ponts et chaussées de Paris, le MIT, il a étudié au MIT à Boston. Voilà. Et il a fondé en 2000 en fait une agence qui s'appelle PCA Stream, une agence qui a pour particularité d'avoir un petit peu deux dimensions, une de recherche et une autre de création architecturale. Donc et il travaille beaucoup sur la synergie entre la recherche justement et les projets qu'il mène en termes d'architecture. Voilà, cette agence qui est tournée vers l'innovation, la ville de demain, nouveaux usages. Et il utilise en fait, il utilise la réalité augmentée comme un médium vraiment dans sa pratique. Sur les nouveaux projets et de diverses manières, aussi bien à l'échelle du bâtiment que de l'espace public. Et aujourd'hui, il va justement nous parler probablement d'un ou deux exemples d'utilisation de la réalité augmentée dans sa pratique. Donc, Philippe, déjà, première question, si tu peux déjà de manière assez simple nous évoquer
Est-ce que la réalité augmentée dans ton quotidien... Ah oui, il va falloir que je passe à l'anglais, là. Ok. Euh, Déjà nous évoquer, oui, comment tu utilises la réalité augmentée et de quelle manière dans ta pratique. OK. Donc, merci Gilles pour cette introduction. Donc, maintenant, je vais peut-être répéter la question en anglais pour Scott. Donc, en pratique, c'est dans l'architecture, si on parle de réalité augmentée, donc notre travail est sur la réalité. On construit l'environnement. On est construire le monde physique. Donc là, c'est le cœur de l'architecture. Et maintenant, il y a cette réalité alternative qu'on appelle la réalité virtuelle. Et donc, l'architecture se trouve au centre d'un dilemme ou opposition très différent dans chaque aspect de notre vie, dans la façon qu'on vit, la façon qu'on travaille, surtout maintenant, et la façon qu'on consomme maintenant, et le physique est attaqué ou challengé par le digital, le numérique. Donc, la façon qu'on utilise la réalité augmentée, qui est grosso modo une problématique très récente liée à la technologie, c'est une façon qu'on peut projeter à travers certains médias et outils comme le smartphone, en regardant regarder la réalité ou une réalité alternative ou une réalité augmentée. Donc on ne l'utilise pas très souvent, pour être honnête. Parce que ça peut être dans nos pratiques réelles, ça peut être un peu un gimmick pour te dire que ceci, une site, il n'y a pas d'immeuble aujourd'hui. Et si vous le regardez dans votre téléphone ou votre ordinateur, votre tablette, vous allez voir qu'est-ce que ça va être dans l'avenir. Donc là, c'est une façon très basique, simple, outil qu'on peut utiliser pour aider les personnes à imaginer le futur, d'être embarqués dans la réalité. Par contre, quand vous êtes dans un vrai 4D, tout est artificiel et digital. Donc, ça, c'est une limite spécifique du réalité augmentée dans nos projets. Donc, je voulais dire que les données dans un périmètre plus large est le clé de notre travail aujourd'hui. Dans une façon, on est maintenant en train d'utiliser les maquettes numériques de la réalité. Et depuis 5 à 10 ans maintenant, ce qu'on appelle le BIM, donc ça veut dire que tout est modélisé comme un système de données. Et donc on utilise cette modélisation de la réalité comme une base de données pour la science d'un côté et pour l'émotion d'un autre côté, ou l'immersion de l'autre côté. Donc c'est intéressant que la façon qu'on travaille tous les jours, que les bases de données de réalité, ça nous met sur le croisement entre la science et l'art, et aussi le croisement et la recherche et l'action. Donc, comme une idée générale, je vais arrêter comme ça. Je crois que c'est très intéressant que vous parlez, que c'est une façon de voir l'avenir, parce que la plupart des exemples que j'ai vus, au moins ici à Hong Kong, ils sont déployés ici dans la ville. C'est une façon de voir le passé. Jeffrey Shaw vient juste de finir un projet où il a pris des photographes historiques de chaque intersection à Hong Kong. Et c'est des marqueurs maintenant. Maintenant, vous pouvez se mettre
prenez votre téléphone sur une intersection et avoir une vue 360 degrés de même site il y a 50 ans. Et donc Massadi, je viens de faire un travail ici à Wang Chai où il a photographié les acteurs qui recréent des scènes des années 40, des années 50 dans Hong Kong. Et vous voulez voir s'asseoir sur le cours et vous pouvez, avec votre téléphone, vous pouvez prendre une photo, avoir leurs cheveux coupés ou jouer au mahjong. Donc les deux exemples les plus réussis que j'ai vus ici, ils ont utilisé le passé pour augmenter la réalité actuelle. Donc, je ne sais pas si ce serait le nom. Je crois que l'avenir serait très exploité. Un programme très exploité de chaque surface de nos villes vont avoir des marqueurs qui vont nous avoir la possibilité d'avoir la réalité augmentée. Ça va simplement, il y aurait beaucoup de toutes ces différentes choses parce que ça aurait des commerciaux, des pubs, beaucoup de marques, etc. Je ne suis pas très optimiste. Je crois que la réalité virtuelle ne va pas marcher tant vous pouvez couper les casques. Que même en 1990, les gens nous disaient que la réalité virtuelle, c'est le prochain nouveauté. Et en 2000, la virtualité, c'est la nouveauté. Et 2010 et 2020, maintenant, s'il faut mettre un casque et que c'est une expérience singulière, je ne crois pas que ça va marcher. Par contre, la réalité augmentée, c'est déjà été utilisé par les artistes et plus en plus par les villes et des applications commerciales. Donc je crois que c'est quelque chose qui est plus pratique, même si vous avez toujours besoin d'avoir l'iPad ou le téléphone pour le voir. Et maintenant, ils vont y avoir maintenant on peut le faire vraiment, on peut le reconnaître marqué avec les lunettes, ou c'est peut-être plus dans nos corps, ou c'est peut-être quelque chose qu'on doit démarrer avec nos appareils photo. Ça va simplement être automatique. J'aimerais bien que Philippe, vous pouvez présenter un de vos utilisations de réalité augmentée pour un projet spécifique. Donc, je peux partager certaines images avec certaines expériences qu'on a fait, comme il fait partie d'un projet de recherche plus élargi que j'ai fait depuis 2 ans et demi sur le Champs-Élysées. Donc, cette avenue à Paris. Donc, maintenant, on nous a demandé, il y a 2 ans et demi, par un comité qui était responsable pour l'image de cette avenue, si on pourrait faire quelque chose comme des architectes pour enchanter cette avenue. Donc, c'est une façon de parler de réalité augmentée. Augmenter dans le sens d'être plus désirable. Et donc, c'était déjà une question d'augmenter la réalité, la vraie réalité de cette avenue. Donc, certains des problèmes qu'on a rencontrés dans notre domaine, que la ville est un phénomène très complexe, avec beaucoup de différentes couches de choses, la nature une, les infrastructures une deuxième, l'architecture est troisième, la mobilité, comment on bouge entre les immeubles, c'est une quatrième, et la façon dont on vit, l'utilisation de cet espace, c'est la dernière. Et toutes ces couches sont aujourd'hui, et la réalité, il faut parler de réalité d'environnement, la plupart du temps sont séparées dans des domaines très séparés de connaissances ou de travailler dans des silos et donc sont rarement mélangés. Et nous, on pense que le challenge de comprendre le futur et toutes les externalités de qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce que la ville produit comme externalité, surtout en termes de l'environnement et notre empreinte carbone, toutes ces choses
négative vis-à-vis de l'écologie demande qu'on peut comprendre ce système complexe et que le digital, le numérique, les données numériques, c'est que nous aider de faire le lien entre ces différentes couches et commençons à travailler sur un système complexe et pas sur des systèmes divisés. Et comme dans le corps humain, c'est pour ça qu'on nomme cette expérience en regardant la ville comme un métabolisme, surtout le quartier des Champs-Élysées, comme une étude de cas pour explorer ce métabolisme. Donc, une des expériences qu'on a fait, c'est avec MIT à Boston. Donc, leur Media Lab, c'était de... Donc, ce n'est pas la réalité, c'est une maquette de la réalité qu'on a construite dans l'agence. Ici, on a une projection des données sur la maquette. Donc, le laboratoire des séances de données, il travaille en utilisant des informations qui viennent des téléphones et pour capturer et de voir toutes les personnes, toutes les agences qui bougent, qui utilisent des voitures ou des piétons ici, les personnes qui en blanc, en vélo en bleu et en voiture en rouge. Et après, voir comment on bouge de la voiture ou transformer la circulation dans les avenues, que ça peut avoir un impact comment les personnes ou les piétons bougent. Donc, quand on peut... On va passer la vidéo, ça va être plus explicite. Est-ce qu'on peut avoir la vidéo? Apparemment, ils n'ont pas la vidéo sur la régie. On a 4 photos, mais on n'a pas la vidéo. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va du français vers l'anglais maintenant, du vidéo aux photos. Il faut être agile. Donc, je crois que qu'est-ce que ces vidéos montrent, c'est comment on peut utiliser la réalité augmentée pour montrer des informations qu'on ne peut pas voir, ou qu'on peut voir avec nos propres yeux. Et donc, c'est nécessaire maintenant pour comprendre la façon que ces différents phénomènes marchent. Donc, on l'utilise dans la recherche comme une façon de montrer et d'observer des informations invisibles, comme une carte de chaleur ou l'intensité des circulations, l'intensité de pollution, du bruit, un élément qu'on peut suivre comme dans la médecine. Et donc, on pourrait projeter sur une maquette d'un quartier, ou même dans le futur avec des lunettes qu'on pourrait voir dans la vraie vie ou dans un iPhone, que dire la température ou la pollution de l'air. C'est quelque chose dans l'avenir, on aurait ces informations. Je ne sais pas si je suis très clair. Donc c'est le présent. Qu'est-ce que vous pouvez, les informations que vous pouvez capturer du présent, est-ce que vous utilisez pour voir le passé aussi, pour évoquer le passé d'un site? Par exemple, si on parle des Champs-Élysées, ça pourrait être une façon parfaite de raconter l'histoire de Champs-Élysées. Et en même temps, est-ce que c'est un outil pour vous pour de projeter nous-mêmes dans l'avenir, d'éventuellement voir qu'est-ce qui pourrait être les Champs-Élysées des futurs? Oui, après, c'est plus utilisé, c'est un outil de communication que vous pouvez... C'est un outil pour vous aider à communiquer aux personnes des informations comme Scott est en train de décrire. Vous voulez revenir vers le passé et vous pouvez physiquement être sur un site à Hong Kong ou Champs-Élysées et après utiliser votre iPhone, vous allez voir comment c'était il y a 300 ans. Je suis tout à fait d'accord avec Scott que
cette information pour le passé ou pour le présent ou pour l'avenir. Vous pouvez être... On a fait cette expérience l'année dernière. Un groupe de personnes qui se baladaient sur le Champs-Élysées, montraient la vision qu'on avait développée. On a utilisé cette tablette pour leur montrer que vous travaillez sur l'avenir, que ça va être comme ça dans 10 ans. Donc c'est un outil de communication. Donc c'est un outil de communication très puissant si on travaille sur l'interface, la technologie, l'être humain. Et ça, c'est la question. C'est après l'iPhone, après le smartphone. La question, c'est les lunettes ou même Facebook Reality Lab est en train de travailler sur les nouveaux interfaces avec l'homme et les informations. Si on a quelque chose qui est plus naturel, plus facile, ça pourrait être avec les appareils comme les lunettes ou les lentilles ou utiliser une forme de bracelet qui travaille avec Facebook. C'est peut-être une façon transhumanistique de les données intégrées sur votre corps. Mais une fois vous aurez cette réalité augmentée, c'est très facile à voir. Une fois que ça arrive, c'est fantastique. Peut-être un peu opportunité fantastique, mais peut-être un peu effrayant de voir la réalité en regardant le passé, le présent et l'avenir. Et donc, il y a vraiment un très fort potentiel pour ceci. Scott? Je ne sais pas si vous connaissez le processus qu'on a fait pour avoir le composant de réalité augmentée en Clermont-Ferrand. On va essayer de partager l'écran pour voir si ça marche. J'ai l'impression que je ne peux pas partager l'écran, désolé. J'espérais pour montrer certaines images. Donc, on a commencé à Clermont-Ferrand avec le Ground Penetration Scan, radar. Donc, c'est un radar qui pénètre le sol, si vous voulez. C'est un appareil qui envoie un signal silent sur la Terre. C'est développé assez récemment. Ils ont découvert des vieilles villes avec ceci, et même des navires de Vikings, en dessous du métal, par exemple. Donc, c'est une technologie qui n'est pas du tout évasive, qu'on peut remontrer qu'est-ce qui est en dessous de nous sur la Terre. On a fait un scan de la plaza. C'était les informations, les données étaient très jolies par elles-mêmes. Après, des étudiants à Clermont-Ferrand elles-mêmes, donc travailler, de créer un cadre en métal de la place et révélant, utiliser le composant augmentant de réalité pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous, les ruines du temple qui sont directement en dessous de la place. Je crois que c'est la place de Victoire à Clermont-Ferrand. C'est plus pour les montrer un mystère. On n'a pas vraiment attendu que ce serait correct, une façon archéologique ou même des informations spécifiques. Je crois que parfois, la science est un peu une fondation pour un artiste. C'est la même façon qu'on construit la musique sur les mathématiques. La musique, c'est vraiment que des mathématiques. Pour un artiste, pour récupérer les données qu'on a eues, que la réalité augmentée va être très bien pour transmettre des informations, mais aussi très bien pour extraire des informations. Et là, c'est une direction assez intéressante aussi. Donc, au lieu de nous montrer plus d'informations à travers du monde autour de nous, pourquoi nous montrer une impression abstraite de ça aussi? Et je vois pas mal d'expériences comme ça au Japon en ce moment, avec le travail que M. Manavi fait. C'est pas pour mettre c'est pas un scan qui est précis, qui est autour de nous, ou une peau qui est autour de nous, qui n'est pas du tout précis, qui est abstrait,
mais qui est joli, mais aussi qui est un peu sale quelque part, si vous voulez, un peu bordélique, si vous voulez. Donc le projet de Philippe est fascinant en termes d'une façon très pratique d'utiliser pour aider les villes et les environnements urbains. Mais qu'est-ce qui va se passer en Asie va être l'opposé. Ça va être très bruyant, très coloré, difficile à comprendre. Il y a une vidéo comme groupe qui s'appelle Square Pusher qui David Monopoly utilisait utilisait donc une place au Japon qui est très connue avec des relations augmentées sur toutes les immeubles. Rien n'était des informations, c'est tous les textures. Donc c'est une approche très différente qui vient de l'Asie et la communauté artistique pour cette nouvelle technologie. Mais c'est toujours aussi effrayant pour finir avec les mêmes mots que Philippe. Je n'ai pas vu votre installation à Clermont-Ferrand. Donc, si j'ai bien compris que ils sont, il y a une impression qui est sur le sol pour le moment. C'est un mélange entre la réalité augmentée et une représentation réelle. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus? J'ai pas tout à fait compris comment ça marche. C'est raison. Il y a deux œuvres. Il y a un composant de réalité augmentée et un trompe d'œil. On a fait ça pour plusieurs raisons. Donc, beaucoup de personnes vont traverser la place et on peut voir que c'est possible d'avoir de réalité augmentée. Et le trompe d'œil, c'était quelque chose un peu pour montrer qu'on faisait un travail qui était en haut sur le sol. C'est le trompe de l'œil, c'est une abstraction de quelque chose d'archéologique. Et là, c'est sur les ruines qui sont juste en dessous de la surface. Scott, est-ce que c'est un aperçu de l'histoire de l'art aussi? Un petit aperçu. Le composant de réalité augmentée, c'est les formes qu'on a découvertes sur les scans et les étudiants ont conçu une façon de les remonter en surface. Vous pouvez regarder à travers votre téléphone pour voir les ruines qui sont directement en dessous. Le trompe d'œil, et c'est une façon plus littérale de regarder entre ces espaces, dans ces espaces. Mais c'est plus une métaphore pour dire que en dessous chaque victoire, il y a une perte, et une maison qui est cassée quelque part. Donc on a mélangé tout ça. Donc il y a pas mal de choses qui se passent. On a des difficultés avec le côté augmenté. Donc il y a un petit problème avec ce côté sur ce projet, mais les étudiants travaillent dessus, ils sont fantastiques. Donc c'est difficile. Et Philippe, vous le savez, la réalité augmentée, c'est toujours dans son enfance et c'est difficile de travailler avec les technologies d'une façon très lisse. Et parfois, c'est une bonne façon de raconter l'histoire. Il y avait déjà une réalité augmentée avant. Vous savez que en remplissant des choses, parce que vous faites le lien avec l'archéologie, quand vous regardez ce trompe de l'œil, était déjà une réalité augmentée à l'époque. Oui, c'est vrai. C'est important de le dire. Souvent, on pense que c'est une nouvelle technologie. Oui, c'est une nouvelle technologie. Il y a une histoire derrière vis-à-vis de la représentation. Le trompe est peut-être une bonne façon de comprendre qu'est-ce qui est vraiment la réalité augmentée. Et je crois que vous avez raison. Et on joue avec ça aussi, bien sûr. Les deux versions. Celui qu'on connaît historiquement, dans l'histoire de l'art, le trompe d'œil existe depuis très longtemps. Et dans beaucoup de cas, l'illusion qui sont créées par ça, c'est une forme de réalité augmentée.
Donc tout ce qui est vieux redevient nouveau, je crois. Et donc maintenant, on le fait d'une façon numérique ou électroniquement, mais c'est quelque chose qui fait partie de nos environnements urbains depuis des années, même des siècles. Donc Philippe, peut-être je vais répondre à Scott. Donc c'est comme deux directions. Qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que j'en parlais? Je devrais dire que les directions sont différentes, mais les objectifs sont différents, le rôle est différent. Donc quand je parle des espaces, l'architecture, les immeubles, une partie de cette réalité doit avoir cette dimension de poésie, d'illusion, de mystère. Et ça, c'est qu'est-ce qui rend l'architecture différente de l'ingénierie. Une partie comme ça, c'est de trompe d'œil. Ça peut inclure une œuvre d'art ou une œuvre d'art numérique, comme vous le faites. Là, ça devient une façon d'être partie de ce qui nous entoure. Mais qui est aussi principalement l'architecture augmentée. Qu'est-ce que vous voulez dire avant? C'est plus d'une différente façon on produit l'architecture aujourd'hui, une façon de produire l'architecture aujourd'hui dans la situation contemporaine de qu'est-ce qui est devenu la réalité dans cette nouvelle époque où on sait l'activité humaine est en train de change la réalité, change l'environnement. Et on est vraiment très inquiet dans nos activités comme architectes d'essayer de comprendre ce mécanisme. Donc, c'est une autre... On ne parle pas des mêmes objectifs en utilisant cette technologie. On l'utilise principalement comme une façon de comprendre qu'est-ce que c'est la réalité qu'on voit et comment on peut le construire, le comprendre, les implications et les impacts de qu'est-ce qu'on fait. Donc après, bien sûr, on peut avoir une réalité augmentée comme une façon d'expliquer ou de partager notre vision avec les personnes, avec les citoyens. Mais ce n'est pas exactement le même but que vous avez en faisant la création ou le travail artistique avec cette technologie. Très important, je crois que vous regardez les choses différemment pour la même raison. Pour travailler avec l'augmentée réalité, ça nous donne une façon d'être beaucoup moins invasif. L'environnement, bien sûr, c'est des serveurs énormes et donc il y a des plateformes de nuages qui impactent sérieusement l'environnement, mais dans un point, vous n'êtes pas en train d'endommager la vue de quelqu'un, c'est une expérience complètement privée dans un espace public. Et c'est très rare et c'est très difficile d'atteindre, je crois. Donc, grosso modo, on vit déjà dans des espaces privés parce que tout le monde regarde fixement leur téléphone 24 heures sur 24 heures. Et soudainement, de bouger ton téléphone et que ça devient l'interspace avec le monde autour de nous, c'est un grand saut d'une image pure pour une image qui est intégrée dans le monde autour de nous d'une façon sûre. Et je crois que les plus grands projets que je vois qui sont en train de montrent comme une face un peu de mode ici entre l'environnement, l'espace. Vous allez porter un marqueur sur votre vêtement et quelqu'un va regarder l'objectif comme un truc comme Snapchat. On va le regarder quelqu'un, vous allez voir toutes leurs étiquettes. Moi, je suis un influenceur, je suis un acteur, je suis telle chose. Donc, beaucoup de gens l'utilisent comme une façon de s'identifier soi-même. Donc, nous et moi, on considère plus comme un outil environnemental. Et les personnes
je détourne un peu comme presque un outil de selfie. Et vous ajoutez des dizaines d'images et des couches d'informations vis-à-vis vous-même sur une image de vous-même, simplement en marchant dans la rue. Donc ça va être intéressant de voir quelle direction ça va aller. Et la technologie va développer. Ça va peut-être une espèce d'affectation personnelle, ou peut-être qu'est-ce que vous faites une façon incroyable de comprendre un environnement mieux, surtout un environnement urbain. Donc ça peut être aussi, on a certains des films science-fiction comme le Black Mirror, Miroir Noir, c'est quelque chose qui commence en Chine aussi. C'est réalité augmentée, la façon dont vous êtes traqué, la façon que vous êtes notifié par votre comportement. Votre comportement fait partie de votre identité, votre identité sociale que vous portez sur vous-même. Je ne sais pas si vous avez cet épisode de Black Mirror où tout le monde chaque fois été noté par tout le monde autour d'eux. Si vous n'avez pas une bonne classification, vous ne pouvez pas louer une voiture, quelque chose, et votre vie devient un désastre. Ça peut être une très mauvaise direction. C'est vrai, la connexion, la réalité augmentée, et la surveillance et l'intelligence artificielle. Dans Chine, évidemment, l'intelligence artificielle est en train d'exploser. C'est un de leurs 3 zones de développement les plus importantes, comme l'ingénieur génétique sur le médical. Donc, nous, où ça va aller maintenant? Oui, Black Mirror, c'est un bon exemple. C'est une série télévisée, donc une société qui est surveillée. C'est mauvais partout. Et beaucoup d'artistes essaient de trouver des façons d'arrêter d'être reconnus, de maquillage, les masques, pour empêcher que ça puisse arriver. Une fois de plus, en parlant de la réalité, je ne sais pas si les gouvernements vont commencer à l'utiliser pour nous tracer, nous traquer, pour nous forcer à avoir des conversations et des choses dont on ne veut pas vraiment discuter, je ne sais pas. Tout change ici en Asie très rapidement. Et comme je suis un Américain, beaucoup de choses ont changé en Amérique en 4 ans. Donc je ne pourrais rien prévoir, rien. J'essaie de regarder une tendance pour voir si c'est quelque chose que je suis d'accord avec ou pas du tout. Donc je dis que cette discussion, c'est augmenter le réel. Donc c'était une façon pour moi de activer la discussion. Parce que moi j'ai l'impression que la réalité augmentée, c'est quelque chose un peu passif d'une façon. Donc augmenter le réel, c'est une action. Donc ma question c'est, est-ce que vous êtes sûr? Je suis simplement ce que vous avez dit juste avant. Est-ce que vous pensez on est en train d'augmenter le réel, qu'on augmente le réel maintenant, ou on est simplement des victimes d'une réalité augmentée? D'un point de vue poétique ou d'un point de vue pratique. Tu ne sais pas comment répondre à ça. Est-ce qu'une société de personnes qui regardent, je ne sais pas. Donc on sait que virtuellement toute technologie est repris par les organisations des gouvernements qu'on n'aime pas. On n'aimerait pas qu'il reprend ça. Je fais beaucoup de travail avec la visualisation de satellites, les données, le trafic des données de satellites. Il y a 2 ans, il y avait 5000 satellites. Et Elon Musk va lancer 42 000 satellites.
quel impact ça va avec nous en regardant le ciel dans 2 ans? Je ne sais même pas. Et donc la technologie sont en train d'avancer d'une façon très rapidement. Je sais pas, même pas, j'ose même pas faire des prédictions. Philippe, on va dans un chemin sombre, bon chemin. Je ne sais pas non plus où on va. C'est sûr que augmenter la réalité, c'est une façon. Qu'est-ce que le monde occidental essaie de faire depuis 350 ans, depuis qu'on a eu ce mouvement moderne en philosophie. Commençant avec le début de la science, c'est une façon de contrôler la nature, dompter la nature, vous voulez, dans le monde occidental, qui était le début de ces rêves de progrès et de augmenter notre puissance, solidarité, la puissance humaine. Et clairement, c'était une histoire positive depuis 300 ans. Et maintenant, qui est confronté maintenant, c'est le fait, la réalité que on croyait qu'on est en train d'augmenter, on est en train de le détruire d'une façon. Et donc, cette accélération de qu'est-ce qu'on fait maintenant, c'est clairement, moi, qu'est-ce que j'expérience dans nos vies quotidiennes, en pensant de toutes ces villes partout dans le monde qui sont en train de concentrer cette situation, c'est que partout, et même plus au niveau de la ville que le niveau des gouvernements, le niveau d'investissement, de recherche, d'investigation pour essayer d'arrêter ces mouvements sur la réalité qui a un impact négatif sur le monde réel, physique, énorme. Et donc, on essaye de certaines personnes, surtout en Chine et surtout côte ouest, qui pensent que plus de technologie qui va nous sauver de cette situation. Je n'y crois pas du tout. Donc, c'est pour ça que je crois que je n'ai pas un fantasme sur les technologies, des données comme une façon de... que le transhumanisme, géo-engineering, c'est une solution. C'est une vision très positive de la technologie pour nous sauver de cette situation. C'est pas mon point de vue. Et dans l'Europe, ce n'est peut-être moins l'opinion Qu'est-ce que vous en pensez, Scott? Est-ce que vous croyez que la technologie qui va nous sauver ou qui va nous plonger? Le Covid a chauffé que la nature nous a attaqués, nous ont comme mis à genoux. Donc on croyait qu'on est en train de changer la nature. Et il faut voir que la nature nous a changé complètement depuis 1 an. Je voulais revenir sur la question de Gilles, qui était que est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est augmenté? Et la chose que je vois tout le temps avec la réalité augmentée, c'est simplement une peau. Ça ne rentre pas dans les os de la réalité du tout. On simplement met une autre couche de peau sur notre réalité. Si c'est pas dimensionnel, maintenant, juste si c'est en dehors d'être une image qui met sur notre monde 3D, je ne sais pas à quel point ça va être en valeur ou ça va être dangereux. On ne voit pas les os de la réalité, on voit simplement la surface. Donc oui, la direction où ça va aller, une fois, c'est impossible de prédire. Pardon. Et je sais que la réalité augmentée et la réalité virtuelle sont aussi partie le moteur de la Chine actuellement. La technologie qui vient de l'Asie dans ces domaines vont avancer et progresser très très rapidement. Ça, je le vois déjà ici. Et donc, la réalité, c'est simplement une question de perception.
Et donc, est-ce que c'est une question d'ouvrir d'ouvrir les portes de la perception plus, augmenter la réalité est-ce que c'est une façon d'ouvrir les portes, la porte à la perception? Oui, Scott, qu'est-ce que vous en pensez? Vous connaissez, vous savez bien de quoi ma référence. Je reviens au Mark Broger, c'était un ingénieur dans les années 90. Vous croyez que contact mentologie, c'est-à-dire dans l'avenir, nos vies seraient beaucoup plus reposantes à cause de la technologie. Et bien sûr, l'opposé de qu'est-ce qui s'est passé. Mais il avait une citation très importante. Il y a plus d'informations sur nos doigts en marchant dans les bois que dans n'importe quel écran. Mais on trouve une marché dans les bois très relaxant, reposant, mais si on regarde nos écrans, ça nous aide pas du tout. Et donc l'idée que la réalité augmentée va nous aider de comprendre le monde, je suis pas sûr que c'est vrai. Et je crois aussi que la réalité elle-même est assez riche. Je suis d'accord avec Berger que de promener dans les bois, vous avez plus d'informations. Vous avez vous sentez quelque chose, le son, vous avez une expérience sensorielle complète que digital ou numérique ne va jamais faire. En tout cas, pour le moment. Et donc le Covid, c'est très intéressant parce que les premiers sens que ça coupait, c'est le goût, l'odorat. Et donc c'est l'exemple parfait. Et le Covid, c'est la réalité augmentée. Je ne sais pas, je sais pas. Peut-être pas. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir qui impacte toutes nos vies. Et donc la visualisation de Covid, je ne sais pas, ça ne nous a pas beaucoup aidé. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est dans la réalité augmentée, on parle beaucoup de le visuel, l'audio, pour augmenter le visuel et l'audio, mais pas les autres sens. Et votre exemple du forêt est parfait. Quand tous vos sens sont activés, quand vous vous promenez dans les bois et est-ce que, Philippe, est-ce que vous cherchez comment on peut utiliser cette réalité augmentée, quelque chose qui est plus complète, qui va utiliser les 5 sens, mais pas seulement le visuel et le son? Parce que l'architecte, c'est là où vous vivez et l'urbanisme, c'est le contexte. Donc, notre contexte, c'est pas seulement visuel, c'est pas construit sur des influences visuelles. Il y a tellement d'autres informations qui nous arrivent dans une façon. Quand on parle de la réalité augmentée, j'ai l'impression que c'est comment dire, c'est quelque chose de très minimal. Donc je prendrais une autre définition de augmenter la réalité ou la réalité augmentée. C'est pas comme un architecte en termes de mes pratiques, mais plutôt parce que la plupart du temps, les limites de l'architecte, c'est de seulement regarder la forme et le visuel. Il y a aussi dans l'architecture trop de représentations des sens visuels. Et c'est pour ça que maintenant, de comprendre mieux cette réalité, ou peut-être revenir à une compréhension de cette réalité qui existait avant et dans d'autres cultures, d'autres civilisations, et dans une façon plus holistique pour comprendre cette réalité. Et je crois qu'on a perdu beaucoup avec le développement de la science
et on a réduit vraiment notre capacité de compréhension et on vit de plus en plus dans les villes. On est de plus en plus des êtres humains qui sont des êtres urbains. On voit une perte des sens pour capturer toute cette réalité autour de nous. Comme Scott disait, de se promener dans un bois, soudainement, vous avez beaucoup d'informations et de sensations que vous ne pouvez pas vraiment sentir dans les villes, parce qu'il y a beaucoup de stress, des choses comme ça. Et je crois qu'augmenter la réalité, c'est plus dans la réalité, mais d'ouvrir vos sens, de sensations pour les voir des choses d'une façon plus élargie. Et je crois on travaille plus de concevoir des immeubles, mais plutôt que concevoir des expériences, surtout que le monde numérique lutte contre le monde physique. Pourquoi faire des bureaux maintenant quand tout le monde travaille à distance? Ça, c'est vraiment une grande question qu'on a maintenant. Il y a un problème? On a une question qui vient de Facebook. Est-ce que je peux poser cette question? Donc, Oscar nous demande qu'est-ce qui se passerait si la réalité augmentée nous aidait à réduire le réel? De réduire le réel. Pourquoi tu veux réduire le réel? Une fois de plus, je peux répondre à cette question à finir ce que je suis en train de dire. Nous sommes en train de... En ce moment, avec le Covid, on est confronté, on vit depuis très longtemps maintenant, des décennies, dans un mouvement de plus en plus de mélangeage et de mouvements, de flux. Et maintenant, on nous demande de faire l'opposé. Donc, et de se distancer, de travailler à la maison. Et donc là, ça questionne dans la urbanisation. C'est beaucoup de recherches faites. C'est un début. Et maintenant, il y a une crise. Comment ça va impacter la façon qu'on vit dans l'avenir? Ou pourquoi on allait dans des bureaux et de travailler dans une entreprise? Si c'est des questions très importantes aujourd'hui pour l'avenir, notre futur dans cette planète. C'est un moment où on va revenir vers des plus petites villes et une réinversion de ce mouvement de métropolisation qui existe depuis 40 ans. Et là, c'est une question entre le physique et le réel. Et comme un architecte, on va faire un bâtiment. Pour quelle raison on va aller dans cet espace physique? Donc, on est de plus en plus confronté par cette question. Est-ce qu'on va revenir vers les bureaux, être ensemble, ou on va rester devant notre ordinateur et faire du télétravail? Donc, c'est une question très difficile et ouverte. Et sûrement, qu'est-ce que je pense et j'espère, et on va tous des animaux sociaux, et on a toujours besoin d'être dans des espaces physiques pour se rencontrer. Et ça veut dire que, comme un concepteur, designer, on devrait être ouvert, et comme des êtres humains, de comprendre mieux les complexités de cette réalité et l'enrichir. Et je ne sais pas quoi que ça va être nécessairement par la réalité augmentée. Ça peut être augmenter notre sens de réalité. Donc, ça peut être comme une partie de que rentrer dans le magie, rentrer dans la magie du vrai monde et pas être un substitut de ce vrai monde. Ce serait ma position. Et je crois que si j'ai bien compris la question de Oscar, c'est que est-ce que c'est possible que la réalité augmentée va bloquer les choses désagréables de notre réalité physique? Il y a un travail qui a été fait en 2005, quand chaque camion que vous regardez avec les lunettes, on dirait que c'est des îles super. Donc toutes même discussions sur des groupes de haine. Est-ce que la réalité augmentée pouvait enlever les personnes que vous ne voulez pas voir dans les villes de votre champ de vision?
Je crois que qu'est-ce qu'Oscar est en train de demander, c'est une question assez dangereuse. Il y a beaucoup de questions dangereuses avec la réalité augmentée. Si vous avez ces lunettes ou lentilles, vous pouvez programmer pour leur dire je ne veux pas avoir de graffiti dans ma ville, je ne veux pas avoir ce type de personnes dans ma ville, je ne veux pas avoir les sans-abri. Vous pouvez utiliser le réalité augmenté comme une façon de nier le réalité quand vous allez vous marcher au travail le matin, vous voyez des papillons, des fleurs, des choses comme ça, et pas la vraie réalité de votre quartier. Une fois de plus, c'est une application assez sombre. Philippe, vous êtes d'accord ou non? Je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas comme ça une future qui me plaît. J'aimerais bien savoir quel est votre point de vue. Pourquoi que ces lunettes de Google n'a pas réussi. Et on était sûr que c'était quelque chose qui serait une révolution. Il y a 10 ans, c'était rejeté par la population parce que trop invasif. Maintenant, je me demande si ce serait pas quelque chose qui peut émerger en Chine. La raison pourquoi c'était rejeté, en tout cas dans les pays occidentaux, c'est pas quelque chose si actif dans la culture chinoise. Je ne sais pas, mais comme vous vivez dans cette partie du monde, qu'est-ce que vous en pensez? Et c'est quelque chose qui pourrait marcher en Chine. Des lunettes connectées. Avant, Google va le ramener. Il nous essaye d'oublier le fait. Qu'est-ce qu'il appelle comme on les détestait, c'est les personnes qui portaient des lunettes, ça s'appelait des glass holes. C'est un bon exemple de technologie symptomatique. On peut regarder la technologie, on peut dire oui, la technologie, c'est une déterminisme technologiste. On invente quelque chose et ça change notre culture. Comme la télévision, ça a complètement changé la façon de recevoir des informations, comment envoyer le monde, comment recevoir les divertissements. Et je crois qu'il y a des technologies symptomatiques que les téléphones portables étaient possibles depuis 1940, mais on a seulement commencé à utiliser en 1990. Je ne croyais pas qu'on était prêt pour ceci quand j'étais jeune. Un enfant, je ne regardais jamais un téléphone et j'aimerais bien le retirer du mur et le mettre dans ma poche. Ça n'a jamais rentré dans mon esprit. Et je crois que Google Glasses, lunettes Google, c'était trop tôt. On questionnait la technologie de surveillance, on questionnait les personnes de diffuser des informations sur le web, mais sans filtre. Et la société a réagi quand c'était les lunettes Google, c'était en 2012-2013. Je crois que maintenant, quand ça va être réintroduit, ils vont trouver une autre façon de le présenter, ou ils savent maintenant, on ne veut pas un outil qui va nous surveiller, et il va le présenter. La façon de voir tous ces projets incroyables de réalité augmentée autour de nous. Je crois que Google va le réintroduire. Ils ont la technologie, ils ont tous les brevets. Pourquoi pas juste le rebrander, refaire ça différemment? Je ne crois pas que ça vient de la Chine, ça va venir de l'Occident. Peut-être ça va pénétrer plus rapidement en Chine. Peut-être. Et je sais que Facebook et aussi travaille sur d'autres types d'appareils et devices. Et donc, si ça va, c'est peut-être une guerre entre Google et Facebook, Google, Facebook et une guerre contre Apple, qu'on n'a plus l'iPhone. Et dans ce cas-là, si l'interface entre la technologie et le réel et la réalité est tellement plus naturel avec les porter des lunettes et avoir l'image immédiatement superimposée sur la réalité. Et si vous pouvez bouger les devices pour un simple mouvement avec votre doigt et votre main, et ça va bouger des informations. Et plus il y a interface physique avec la technologie. Et là, ça va
ouvrir beaucoup de nouvelles applications qui vont développer autour de ça. Et donc, ça va être une réalité augmentée comme un territoire immense et beaucoup plus que ça existe aujourd'hui. Avec un potentiel énorme, mais ça veut dire qu'un autre type d'interface qu'on a aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec vous. Et je crois que le haptics, donc on interagit avec le monde avec le toucher. C'était vraiment une rupture il y a 8 ans. Toucher un écran et que différent que bouger nos souris. Et je crois qu'il n'y aurait plus d'écran tactile. On avait besoin d'avoir un contact physique pour activer nos expériences de médias. Et ça aurait quelque chose qu'on va simplement, avec nos gestes, j'ai vu dont vous parlez, simplement de faire un geste et la façon comment on va naviguer dans l'avenir. On n'aurait plus besoin de toucher quelque chose. Et je crois qu'une autre chose avec Covid, c'est que l'acceptance globale des nouvelles technologies, soudainement, la mamie est sur le Zoom, ou travailler avec toutes les différentes technologies. Et soudainement, tout le monde dans le monde est beaucoup plus confortable avec les technologies médiatiques qu'ils étaient il y a même 2 ans. Et je crois qu'il y a un vraiment grand saut vers l'avant et dans notre acceptance des écrans, les appareils photo, les micros, et comment on communique avec nous-mêmes. Et donc cette discussion est un exemple parfait. Je crois qu'on a simplement fait un grand changement dans la culture et je crois que la technologie va commencer de l'exploiter. Le fait qu'on est beaucoup plus intelligent avec notre technologie aujourd'hui. J'ai une anecdote pour ceci. Donc Jean-Marc Poulou, un cinéaste dont je ne sais pas comment le nom, il était filmé par Google dans la rue. Et donc il a demandé à Google de pas flûter son image, Et donc il a demandé à Google, je veux qu'on voit mon image. Not blurry, c'est flûté. Donc il a pas réussi. Google a refusé. Il avait juste voulu le contrôler son image. Et donc, une façon d'inverse, normalement, les personnes disent qu'on doit être flouté. Et donc, oui, il va être clair que tout le monde puisse le voir, qu'on puisse l'identifier. Et maintenant, il n'a jamais réussi. Il est toujours flouté, blurred. Donc, c'est très difficile à contrôler. Donc, je suis d'accord avec vous. Donc, qu'est-ce que Scott vient juste dire, que le fait que ce gros centre avec l'acceptance de technologie probablement c'est tout cet effet de Covid, celui dont je parlais, que vous en avez parlé, de cette acceptance, le fait que les gens ont accepté les écrans, la médiation de technologie, mais aussi je crois que c'est pas forcément une contradiction avec ce que je disais avant, c'est que ça peut nous aider de renforcer la réalité actuelle. Mais si on voulait... Ça devient presque une question d'éthique à ce point que comment... Donc avec cette réalité augmentée, je crois qu'après, ça va être à travers des lunettes ou la montre ou d'autres appareils externes. La prochaine étape, c'est faire avec la biotechnologie et l'intégrer dans le corps. Et ça, c'est une autre question, une autre problématique, mais je crois qu'ils sont très liés. Qu'est-ce que vous pensez? Absolument d'accord. La biotechnologie et l'ingénierie génétique, ça va exploser dans les prochaines 10 années. Chine le fait depuis 20 ans et plus de modifier génétiquement. On mange déjà des viandes qui ont été modifiées génétiquement. Le fait que l'on fait avec nos propres viandes nous-mêmes, donc très proche, ça va arriver. Enfin, avec notre corps, ça veut dire. Donc, j'avais une discussion avec le groupe avant. Et il y a beaucoup de scientifiques qui croient que
de modifier nos corps humains, c'est quelque chose qu'on devrait faire, sinon l'intelligence artificielle va nous dépasser. Et c'est aussi vrai que si on veut vraiment voyager dans l'espace, nos corps actuels ne pourraient pas le survivre, mais un corps qui est modifié génétiquement pourrait le faire. Donc l'idée qu'on va être augmenté nous-mêmes avec la technologie, on est déjà des cyborgs dans beaucoup de niveaux. On communique à travers des appareils, donc je crois que ça va être plus une partie de nos corps physiques. Ils vont ingénierer d'une façon génétique un œil qui va simplement regarder toujours la réalité augmentée si c'est là, c'est présenté par des marqueurs. Je suis d'accord avec vous. Je crois que le corps est la prochaine étape. Et je crois qu'on a appris beaucoup de nos corps dans les dernières années. Covid a tout changé. De façon comment on voit le monde, il n'y a pas de doute. Ça augmente le corps et le cerveau. Question. Le corps, et ça va augmenter le corps, mais est-ce que et le cerveau? Une amie à moi, c'est un cinéaste hollandais, elle est venue à Shenzhen, qui est juste sur la frontière de Hong Kong. Il y a un laboratoire qui s'appelle BGI Laboratoire, et il y a 10 ans, ils collectaient des échantillons de ADN des enfants génies, des autres génies en maths, génies en musique, et essayaient de trouver quels est qu'est-ce qui active ces génies dans votre ADN. Donc, absolument, ça va inclure votre cerveau, absolument. C'est commence à devenir un épisode de Dark Mirror, ou Black Mirror, donc, mais sombre. C'est bon, on est à l'heure. On n'a pas parlé dans un point de vue poétique, parce que je vois dans le travail Scott beaucoup de différents niveaux, couches, que vous parlez un petit peu du niveau poétique de votre travail, pas seulement technologique ou historique. Est-ce qu'il y a un niveau poétique dans votre travail? Je suis toujours surpris quand je fais quelque chose qui est beau, parce que c'est jamais mon intention. Donc c'est toujours accidentellement poétique, peut-être, mais je crois que je vois le monde comme des systèmes, et donc j'ai toujours fait ça depuis que je suis un petit gamin. Donc c'est une des raisons pour ça que je travaille avec les sciences, et pourquoi la plupart de mon travail connecté, c'est toujours un mouvement, des images. Je travaille vraiment avec des images statiques parce que j'aime la force naturelle, j'aime l'énergie, des choses comme ça. Je ne vois pas vu mon monde, la nature en particulier, comme un paysage qui est très beau, mais plus comme un réseau complexe de systèmes. Et je trouve la poésie dans ceci, comme vous pouvez trouver dans la musique de jazz très compliquée. Vous entendez tous les différents instruments qui jouent en même temps, et collectivement, ils créent la poésie. Est-ce que ça a du sens? Est-ce que vous pouvez dire que ça devient par accident? Accident. La poésie, j'adore la poésie, j'adore le théâtre, peut-être de mon sous-conscient, mais je ne crois pas que c'est pas ma force. Non. Je ne crois pas que le composant poétique de mon travail, et si ça existe, c'est chanceux. Et c'est pas ce que je travaille avec des personnes extraordinaires, des scientifiques extraordinaires. Regardez en dessous de la Victoire. Il y a une cathédrale en noir juste derrière mon travail, dans une place qui est très jolie, entourée par des arbres, dans une très belle ville. Le site est beaucoup plus poétique dans tout ce que quelque chose que j'aurais pu faire tout seul. C'est vous qui m'avez donné cette poésie. Voilà. Philippe, vous pouvez dire dans votre travail, la façon que vous
utiliser la réalité augmentée. Est-ce qu'il y a la poésie? C'est pas qu'un outil que vous utilisez, mais est-ce que vous l'utilisez dans différentes façons? Comme un outil pour analyser la réalité, pour aller plus loin. Aujourd'hui, je n'utilise pas d'une façon artistique. Vous parlez poésie, vous pouvez dire artistique. Je suis pas comme Scott, je suis plus intéressé dans les dynamiques des systèmes et les processus que le résultat final. Pardon. Et peut-être parce que j'étais scientifique plus avant, mais je suis plus intéressé dans le rôle d'un concepteur, un designer ou des projets urbains. Le concepteur, le fait de mener ensemble dans un processus la complexité d'une situation. Et ça, c'est qu'est-ce que je trouve intéressant dans ce rôle. Vous avez traité des informations hétérogènes et des faits et des sciences et dans l'art, la sociologie et l'environnement et comment vous pouvez les combiner, les mélanger. Et ça, c'est des choses que je trouve intéressantes d'une façon créative, comme un créateur qui fait des formes qui sont très beaux. Moi, je vois ça comme une approche du passé, une vision du être humain qui est d'avoir une certaine relation avec l'environnement. Toute cette division entre les cultures, la nature, ça c'est quelque chose du passé. Et je pense plus que agir sur des systèmes. Et bien sûr que il y a un résultat qui a une forme d'esthétique et une poésie. Comme je disais, je suis plus importantement, c'est l'impact systématique de ce que je fais. Ça ne veut pas dire que le monde qu'on est en train de concevoir pour l'avenir, ça ne doit pas être beau, mais les esthétiques, on doit inventer une nouvelle forme d'esthétique qui n'est pas seulement vue avec une façon renaissance, point de vue de renaissance, et comme une façon classique de voir les choses, l'esthétique, qui est la nouvelle forme de beauté d'un exercice de conception qui ne va pas détruire l'environnement. Ça, c'est un très grand challenge pour nous. Et comme architecte ou des urbanistes, donc je ne mettrai pas la poésie comme la première étape ou le premier objectif. Donc il y a un élément, un prisme plus poétique, plus politique que tu as de commencer. Je suis complètement d'accord. Pardon. Donc, je crois que l'idée de poétique, d'être tout est une vieille histoire. Le postmodernisme nous montrait que l'art pourrait être une investigation critique d'un sujet et donc les éléments intermédiaires qui viennent de cette investigation, si c'est le système ou qu'est-ce qui est en dessous de ce système, devient l'art. Ça devient presque des études scientifiques sans les mêmes besoins de scientifiques. Je suis un peu d'accord avec vous que l'idée d'avoir une perspective renaissance de poétique dans notre monde, c'est peut-être fini. On regarde le monde d'une façon beaucoup plus critique et beaucoup plus à travers la politique, la culture sociétale et toutes ces couches qui rentrent dans une œuvre d'art. Ici, l'œuvre d'art et de poétique, c'est presque malgré toutes les couches d'information qu'on a mis dedans. Donc, juste voulais dire, on a une question sur Facebook. Le cerveau a été augmenté, le réel, depuis les siècles maintenant. Qu'est-ce qu'on cherche maintenant? C'est les médiums techniques pour
traduire ces idées dans l'espace physique. Vous parlez de deux augmentations là. Le cerveau, l'espace physique, c'est quelque chose qu'on fait personnel. Tout le monde est individuel et la réalité augmentée qui sont en train d'être concevoir, des expériences groupes. Tout le monde peut aller voir le travail de Philippe sur les Champs-Élysées. C'est plus une vision collective que c'est une vision individuelle qu'on a fait dans nos cerveaux depuis tout le temps. Je suis un petit peu d'accord, je comprends un peu l'idée qu'on augmente avec notre cerveau depuis toujours, mais qui va venir, c'est une expérience partagée de ça. Vous travaillez tous les deux sur des espaces publics ou dans des espaces publics, et donc comment vous pensez la réalité augmentée? C'est une expérience que les personnes partagent vraiment. Souvent, on a des expériences, des nouvelles technologies, comme une expérience individuelle. Et dans les espaces publics, quand on offre, Scott par exemple, votre installation, ou Philippe, vous offrez une façon à travers la réalité augmentée de percevoir l'avenir, comment les choses sont, comment le site va être dans l'avenir. Est-ce que vous pensez que c'est une expérience que les choses partagent ensemble ou c'est toujours des expériences individuelles? Parce que c'est un des limites de toutes ces technologies. Si on parle de la virtualité et réalité augmentée, souvent, vous avez la sensation de vous vivez quelque chose de très individuel. Je ne sais pas si répondre ou si vraiment j'ai une opinion sur cette question. Une fois de plus, j'accepte de répondre ou faire partie de cette discussion sur la réalité augmentée, mais j'admets que c'est une partie très mineure de mon travail. Et je voulais simplement l'exemple de revenir, si ça ne dérange pas, ce cas que j'essaie de montrer sur la réalité d'un avenue ou un quartier à travers l'expérience des Champs-Élysées. Je ne suis pas forcément intéressé dans le Champs-Élysées, je ne suis pas vraiment focusé dessus. Qu'est-ce qu'on a appris, c'est que les personnes, les Parisiens n'aiment plus cette avenue, ils le détestent. Et donc on a fait des recherches, ils adoraient cette avenue avant. C'était une avenue très populaire à Paris et maintenant ils ne les aiment pas du tout. Et donc essayer de comprendre pourquoi cette expérience de réalité, de cette réalité, d'être là, et pourquoi les personnes l'adoraient il y a 50 ans et pourquoi ils le détestent aujourd'hui. Donc c'était une question très intéressante et une étude très complexe pour essayer de comprendre tous les facteurs pour expliquer tout ceci. Et donc notre travail, c'est l'espèce de recréer cet enchantement. C'était un petit peu de poésie, mais quand on a découvert que c'est vraiment à travers l'impact de technologie des voitures, dans les années 70, et tous les impacts de trop de tourisme, des choses très physiques, des éléments très physiques. Et je crois que la façon dont on peut réingénierer cette situation, ça va être vraiment sur le changement physique, la circulation des voitures, l'utilisation sur l'avenue, des choses qui sont plus sociologiques et plus concrètes que virtuelles. Donc on peut imaginer, parce que l'expérience est d'être dans une rue, travailler dans le trottoir, qu'est-ce que vous sentez avec la chaleur, le goût, l'odorat, toutes ces choses-là font partie de la réalité de notre être humain. On ne peut pas tricher sur ça. Mais dans l'avenir, si on va changer nous-mêmes, pas comme une interface avec la réalité, à travers
la manipulation de notre corps, toujours, je serais un peu peur de dire cette question qu'on avait. Si vous pouvez mettre vos lunettes et vous ne voyez pas les gens que vous n'aimez pas et que vous allez cacher la réalité et que vous ne voulez pas voir. Je préfère de travailler, de changer la réalité comme elle est, d'essayer d'éviter de le voir à travers la technologie. On a besoin de plus de personnes comme vous, hommes comme vous. Donc, revenu sur la question originale de Gilles, qui était est-ce que la réalité augmentée va être une expérience partagée? Donc, pour aller au cinéma, cette possibilité ne même pas être réelle pour moi maintenant. L'expérience augmentée, qu'est-ce qu'on voit sur la rivière Thamis à Londres maintenant, où il y a 9 différents œuvres sur la rivière, et New York l'a fait ça sur un de leurs parcs. Donc c'était vraiment une expérience partagée. Oui, tout le monde regarde à travers leur propre téléphone et le regarder d'une façon indépendante, mais c'est toujours des personnes dans un espace qui le regardaient ensemble, regardant qu'est-ce qu'ils voyaient. Donc c'est une nouvelle forme d'expérience partagée. Peut-être une fois c'est difficile de regarder un smartphone, de ne pas penser de l'isolation, parce que tout le monde regarde vers le bas. Donc c'est possible que la façon que nous avons des expériences partagées avec les médias va aussi changer d'une façon très dramatique dans les années à venir. Je ne sais pas comment les cinémas vont revenir, vraiment. Donc on n'a plus le temps. Donc merci beaucoup Scott pour ce dialogue avec Philippe. Et donc merci Philippe pour avoir participé. Je crois que si vous voulez avoir plus d'informations sur le travail de Philippe et le travail de Scott, vous pouvez aller sur le site web. Tous les deux, ils ont des sites très intéressants pour découvrir leur travail. Merci beaucoup. Et à tous à Vidéoform et l'organisation. Merci beaucoup Scott, merci Gilles. Au revoir.